Bonjour et bienvenue sur le coin Stade, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 94 de notre challenge 100 jours de machine learning et nous allons faire ensemble un résumé de ce qu'on a déjà vu sur les séries temporelles. Déjà, c'est quoi une série temporelle? En fait, une série temporelle, c'est tout simplement un ensemble d'observations qui a été mesuré à intervalles réguliers sur une période de temps donnée. Par exemple, vous mesurez une observation de façon mensuelle, annuelle, trimestrielle et même tous les jours. À chaque fois qu'il y a une notion de temporalité de temps, on parle de séries temporelles. Et en général, en machine learning, le traitement de ces données sont assez particuliers parce qu'il y a des propriétés particulières des séries temporelles qu'il faut prendre en compte. En général, je dis toujours que lorsqu'on met en place un modèle de machine learning, la première étape, c'est toujours de faire ce qu'on appelle des analyses descriptives. Sur le plan descriptif, sur les séries temporelles, il y a 3 choses à regarder qui sont importantes. Premièrement, première question, est-ce que ma série est stationnaire? J'ai beaucoup insisté sur ce concept parce que c'est un concept qui est central, capital, lorsqu'on travaille sur une série temporelle. Est-ce qu'elle est stationnaire? En gros, est-ce que la moyenne est constante dans le temps? Est-ce que la variance est constante dans le temps? Est-ce que la structure de la variable est constante dans le temps? Ce sont les questions essentielles, la stationnarité. Et pour voir la stationnarité, on a vu 3 éléments essentiels. Premièrement, l'analyse graphique. Je fais l'évolution de la variable, je vois s'il y a une tendance. S'il y a une tendance, potentiellement, la série n'est pas stationnaire. Deuxième graphique qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle ACF. Si j'observe une décroissance lente dans le temps, régulière, la série n'est pas stationnaire. Là, c'est l'analyse visuelle. Ensuite, je passe à l'analyse par des tests statistiques. KPSS, Philippe Piron, ADF sont les tests qu'on met souvent en place pour valider la stationnarité. On commence par l'analyse graphique, ACF et évolution de la série. Ensuite, on valide avec un test de stationnarité. Le plus populaire, c'est le test de Dickey-Fuller augmenté. Dans le premier point, j'analyse la stationnarité, variance, moyenne, structure, plutôt stable dans le temps. Au-delà de ça, sur le plan descriptif aussi, le deuxième point à regarder, c'est est-ce que ma série est saisonnière? Est-ce qu'il y a de la saisonnalité? Parce que sur les séries temporelles, c'est important de prendre en compte la saisonnalité. En gros, est-ce que tous les trimestres, il y a un comportement particulier? Est-ce que tous les semestres, il y a des comportements particuliers? Est-ce que le week-end, on vend plus qu'en semaine? Il faut toujours analyser la saisonnalité parce que les modèles qu'on va construire dépendent essentiellement de la stationnarité, de la saisonnalité aussi. Une fois qu'on analyse la stationnarité, la saisonnalité, un point central, essentiel, observer s'il y a des points importants, des pics significatifs sur l'historique. Par exemple, lorsqu'on travaille sur des séries financières ou encore sur des données macroéconomiques, on va se rendre compte qu'en 2008, il y aura une chute sur les indicateurs parce que le climat économique n'était pas bon. Il faut toujours identifier ces points-là, raconter une histoire autour. Est-ce que c'était la bulle Internet? Est-ce que c'est la crise de 2008? Est-ce que c'est la crise Covid? Essayez toujours d'extraire les événements historiques qui ont pu marquer votre série. Donc, au-delà de la tendance, saisonnalité, il faut voir les fluctuations qui ont été observées sur l'historique. Bien sûr, on analyse le cycle global. Comment est-ce que le phénomène se répète après un certain temps? Voilà les 3 points essentiels sur le plan descriptif. Au-delà de ces analyses, avant même, il faut même commencer par voir est-ce que j'ai les données manquantes? Parce que le traitement des données manquantes sur les séries temporelles diffère des données standards. Je n'en ai pas parlé ici, mais par exemple, par exemple, si vous avez des données manquantes en octobre, vous pouvez décider de faire la moyenne des ventes des mois d'octobre des années passées et imputer ça pour le mois d'octobre en question. Si vous avez des données manquantes sur un jour particulier, vous pouvez voir comment est-ce que se comportent les ventes sur ce jour dans les autres mois et faire l'imputation. Donc, l'imputation est plus particulière parce qu'on doit prendre en compte la dynamique sur les autres périodes, sur les séries temporelles. Donc, l'imputation par la moyenne, c'est souvent une mauvaise idée. Essayez toujours de prendre en compte les imputations entre guillemets en prenant en compte la notion de temporalité dans le mois, dans la semaine, dans le semestre, etc. Vous pouvez également prendre en compte les données précédentes, les données suivantes. Bref, prenez en compte la temporalité dans l'analyse des données manquantes. Ça, c'est le premier point sur les séries temporelles. Il faut connaître, analyser stationnarité, saisonnalité, cycle, données manquantes, données extrêmes, c'est-à-dire les fluctuations que vous observez sur des points historiques particuliers. Une fois que vous avez fait cela, on peut passer à l'étape de modélisation. Et en termes de modélisation, on a vu 3 modèles ici. Le premier modèle, c'était le modèle ARIMA, Auto-Regressive Integrated Moving Average. Ce sont les modèles qu'on met en place lorsqu'on souhaite prédire la valeur d'une série future uniquement à partir de son historique. Donc, en gros, on a une seule variable, on a l'historique dans le passé et on souhaite faire des prévisions dans l'avenir. Ça, c'est le modèle ARIMA. J'aurais pu parler du modèle SARIMA. En fait, SARIMA, c'est juste que j'intègre la saisonnalité. Donc, SARIMA, c'est saisonnalité plus ARIMA.
Tout simplement. Donc, on a vu Arima, vous pouvez faire Sarima, ça marche de la même manière jusque sur la série analyser la saisonnalité. Donc, le modèle Arima, c'est ce modèle-là qui va vous permettre de faire des prévisions uniquement à partir de l'historique d'une seule variable. J'ai son historique, je suis capable de prévoir l'avenir. Et en général, dans le modèle Arima, on suit la méthodologie de Box-Jensen qui fonctionne en 3 grandes étapes. Première étape dans la méthodologie de Box-Jensen, c'est l'identification. J'identifie les paramètres importants dans mon modèle Arima, P, D, Q. P pour la partie AR, c'est-à-dire est-ce que la valeur à la date T s'explique par les valeurs à la date T-1, T-2, T-3, T-P, donc c'est le P. P, c'est comment est-ce que je dois intégrer les retards de la série dans mon modèle Arima P. Ensuite, vous avez le D, c'est à quel point je dois différencier ma série pour la rendre stationnaire. C'est ça le I de Arima Integrated. À quel point je dois différencier ma série pour la rendre stationnaire. En gros, elle n'est pas stationnaire de base. Si je la différencie une fois, le I vaut 1. Si je la différencie 2 fois, le I vaut 2. Si je la différencie pas du tout, le I vaut 0. C'est très important. Troisième point, c'est le Q. MA, Moving Average. En gros, est-ce que la valeur de la série d'aujourd'hui s'explique en fonction des erreurs de prédiction des dates antérieures? Tout simplement, à quel point je dois prendre en compte des erreurs dans mon modèle, c'est la partie Q. Premier point, identification. On a vu ensemble que le P s'identifie avec le PACF, dernier retard qui ressort. Le Q, on l'identifie avec l'ACF, dernier retard qui ressort. Et le D, bien sûr, ordre de différenciation. Une fois qu'on a fait la première étape, deuxième étape, c'est bien sûr l'estimation. Et lorsqu'on estime, on va choisir le modèle qui va minimiser les critères d'information. AIC, BIC, Anand Queen, généralement, les critères qu'on utilise. Et si les critères s'opposent, on privilégie peut-être le critère qui a le moins de paramètres, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à tester plusieurs ordres de grandeur et choisir le meilleur modèle. Une fois qu'on a choisi le meilleur modèle, dernière étape dans la procédure de Box-Jensen, c'est la validation. Et en termes de validation, il y a d'abord validation, la blancheur des résidus, non autocorrélés, homostátiques et normalement distribués. On met en place l'ACF et PACF des résidus. S'il n'y a aucun barre qui ressort, alors les résidus sont des bruits blancs. C'est très important. Ensuite, vous pouvez mettre en place le test de Jumbox avec plusieurs étapes pour tester la non-autocorrélation. Normalité, bien sûr, Jack Berhac et homoscédacité qui ne passe pas souvent. Vous avez le test de White. Par les étapes. Et aussi, point important dans le modèle Arima, sur les séries temporelles, on doit toujours faire des prévisions sur une base de données hors temps. Donc, en gros, on aura la base d'apprentissage et notre base de données de test sera une base de données hors temps. C'est ça la différence avec les autres. Ce n'est pas la sélection aléatoire parce qu'on ne peut pas faire une sélection aléatoire sur des périodes. Non, on a des périodes continues et la période de test sur laquelle on va valider la qualité de nos prédictions, c'est toujours hors temps. Et pour ça, vous avez des critères comme la MAE, la MACE, la RMSE, la MAPE. Vous avez pas mal de critères quantitatifs pour valider, le R2 aussi, pour valider que les prédictions sont bien en général sur la base de test. Point important, point capital, pas de prévision sans intervalle de confiance. Dans chaque fois que vous faites des prévisions, mettez l'intervalle de confiance de vos prévisions. C'était le premier modèle Arima, méthodologie de Box-Jensen à connaître par cœur. N'hésitez pas à toujours tester de votre côté. On a fait un exemple. Testez de votre côté pour voir si vous avez bien retenu ces 3 étapes parce que c'est capital. Donc, voilà. L'une des limites du modèle Arima, justement, c'est qu'on va faire des prévisions uniquement avec une variable. Mais dans la vraie vie, il y a toujours des relations entre les variables. Ça ne marche pas toujours avec une seule variable. Il faut prendre en compte d'autres variables qui ont un impact sur la série que je suis en train d'observer. Parce que si je ne vois pas la dynamique d'autres variables sur ma série actuelle, je peux faire des mauvaises prévisions. C'est la raison pour laquelle vous avez des modèles multivariés tels que le modèle VAR, modèle vectoriel auto-régressif. En gros, je ne vais plus faire des prévisions uniquement à partir d'une seule variable. Je vais prendre les retards de plusieurs variables simultanément pour pouvoir faire mes prévisions. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 10. Plusieurs variables pour pouvoir mettre en place mes prévisions. Dans le modèle VAR, on n'a pas justement cet esprit de variable explicative, variable expliquée. Toutes les variables sont à la fois explicatives et expliquées parce qu'on a plusieurs équations. On a autant d'équations que de modèles. C'est comme ça. Si vous avez le PIB et le chômage, vous aurez 2 équations. Une première équation où on va expliquer le PIB en fonction du chômage. Deuxième, où on va expliquer le chômage en fonction du PIB. Ça marche toujours comme ça de modèle VAR. Donc, en termes d'étapes, on a toujours des étapes bien structurées. Première étape,
on commence d'abord par analyser les séries parce que le modèle VAR repose sur la stationnarité. J'ai dit, c'est le concept essentiel. Donc, regardez toujours la stationnarité, moyenne variance et structure stable dans le temps. Premier point. Une fois que j'ai analysé la stationnarité, prochaine étape pour le modèle VAR, c'est de choisir le P optimal, le P max d'abord. C'est quoi le P? Le P, c'est le nombre de retards que je dois introduire pour pouvoir prédire, pour pouvoir faire des prévisions sur mes différentes variables. En général, le P, on l'identifie avec le PACF. Vous regardez le P maximum qui intervient sur les différentes variables et c'est ça votre P max. Vous faites des modèles jusqu'au P max et à partir des critères d'information, on choisit le P optimal. Donc en gros, je choisis d'abord mon P max avec l'ACF, PACF, entre guillemets, PACF, pardon. Une fois que j'ai mon P max, à partir de toutes les séries, si vous avez 5 séries, vous allez observer les 5 PACF. Vous choisissez la valeur maximale, le P sur les 5 PACF. Vous faites des modèles. Ensuite, à partir des critères d'information, AIC, BIC, Anand-Quinn, FPE aussi, vous choisissez le modèle qui va minimiser les critères d'information. Lorsqu'on a fait ça, c'est l'estimation. On passe à la validation. En termes de validation, pareil, enchère des résidus, non-autocorrélation, homocédasticité et normalité. On met en place l'ACF, PACF. On voit que les barres sont autour de la limite que vous allez voir en général sur le graphique là. Et on valide le modèle. Bien sûr, on fait des prévisions sur une base de données hors temps et on n'oublie pas l'intervalle de confiance. En général, le modèle VAR est adapté lorsque les séries sont stationnaires, bien sûr. Si vos séries ne sont pas stationnaires, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la régression fallacieuse. En gros, le modèle VAR aura peut-être des performances très extraordinaires, mais juste parce que l'hypothèse fondamentale centrale n'a pas été validée. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier la stationnarité. En cas de non-stationnarité, en général, il faut vérifier l'ordre de différenciation des différentes variables. En gros, à partir de combien de différenciations on rend la série stationnaire. Si toutes les variables qui sont dans mon modèle sont intégrées du même ordre, c'est-à-dire je différencie du même nombre de fois et j'ai la stationnarité, le modèle VAR peut ne plus être adapté. Donc, lorsqu'on se rend compte que toutes les variables sont intégrées du même ordre, ordre 1, ordre 2, ordre 3, et en général, c'est même ordre, toutes les variables doivent être intégrées du même ordre. Si toutes les variables sont intégrées du même ordre, on doit vérifier ce qu'on appelle la co-intégration. C'est capital. Parce que si les séries sont co-intégrées, le modèle VAR n'est plus adapté, on passe au modèle VECM. C'est ce qu'on a vu également dans la vidéo d'hier. Si le modèle VAR n'est pas adapté, s'il y a co-intégration, entre guillemets, on passe au modèle VECM. Comment est-ce qu'on vérifie la co-intégration? Si vous avez deux variables, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle le test de Engel et Granger. Si vous avez plus de deux variables, lorsqu'on a par exemple 3 variables, on peut avoir 2 relations de co-intégration. Si on a 4 variables, on peut avoir jusqu'à 3 relations de co-intégration. Donc bref, plus le nombre de variables est important, plus on peut avoir des relations de co-intégration. Mais le maximum, c'est le nombre de variables moins 1, c'est-à-dire K-1. Maximum nombre de co-intégration, c'est K-1. Donc si on a 2 variables, le maximum, c'est 1. Si on a 3 variables, le maximum, c'est 2. C'est comme ça. Donc pour pouvoir tester justement le nombre de relations de co-intégration qu'on peut avoir dans le modèle, on doit faire le test de Johansen. Engel et Granger, une relation de co-intégration. Johansen, on peut tester 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à N, etc. Donc, on met en place le test de Johansen. S'il y a co-intégration, je passe au modèle VECM parce que le modèle VECM introduit non seulement la dynamique de court terme, mais aussi et surtout la relation de long terme. Parce que lorsque 2 variables sont co-intégrées, il existe une relation d'équilibre entre les 2 variables. 2 ou plusieurs, attention. Lorsque 2 ou plusieurs variables sont co-intégrées, il existe une ou plusieurs relations d'équilibre entre les différentes variables. C'est pour ça que le modèle VECM est pertinent parce que on prend en compte non seulement la dynamique de court terme, mais aussi la relation d'équilibre qui est de long terme entre les différentes variables. Bon, je regarde la co-intégration, je détermine l'ordre optimal de mon modèle VECM, en général c'est K. Même approche, je mets en place un modèle avec plusieurs K, je regarde les critères d'information AIC, BIC, Anand-Quinn, FPE, je choisis la valeur de K qui va minimiser les critères d'information. Ensuite, je valide mon modèle et en termes de validation, bruit blanc, non autocorrélé, homocédastique, normalement distribué, et aussi stabilité. Il faut que les coefficients soient plutôt stables. Et pour ça, on calcule ce qu'on appelle les valeurs et les vecteurs propres. En général, les vecteurs propres doivent être dans le cercle unitaire, c'est-à-dire valeur absolue des valeurs propres inférieure à 1. Stabilité validée, modèle validé, on peut passer aux prévisions. Prévision sur une base de données, autant toujours, et on n'oublie pas
intervalle de confiance. Donc voilà à peu près ce qu'on a vu dans les 5 vidéos précédentes. J'ai bien résumé l'ensemble des étapes. Si vous les avez en tête, n'hésitez pas de votre côté à bien tester cela parce que c'est comme ça que vous allez progresser. C'est comme ça que vous allez profiter au maximum de ce challenge. N'hésitez pas les amis, testez parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Moi, j'insiste sur ce point parce que j'ai observé qu'autour de moi, beaucoup de personnes font des formations en data science, mais n'ont jamais fait de projet. Franchement, c'est scandaleux. Et sur ce challenge, je vais insister sur ce point parce que on ne peut pas maîtriser quelque chose si on ne pratique pas. N'hésitez pas, à chaque fois que je fais des vidéos, on a déjà fait pas mal de vidéos, pas mal de projets, testez de votre côté pour voir si vous avez bien compris les notions. S'il y a des choses qu'il faut revoir, revoyez les vidéos parce qu'il y a quand même toutes les étapes et la suivez-les. Sur Internet, il y a déjà pas mal de ressources gratuites. Profitez-en, formez-vous, montez en compétences. Et c'est comme ça que vous allez être de plus en plus à l'aise. Donc, testez, faites des projets. J'ai partagé pas mal de liens où on peut avoir des bases de données. Téléchargez une autre base de données et travaillez là-dessus. Peu importe le projet, tester. Donc voilà, je pense que là, le message est passé. J'ai beaucoup insisté sur le point depuis le début du challenge. On doit faire des projets pour progresser. C'est pour ça que moi aussi, à chaque fois que je présente des notions théoriques, je fais l'effort de mettre en pratique pour que vous voyez comment est-ce qu'on l'utilise concrètement. Et voilà, n'hésitez pas à faire de même de votre côté. J'ai vu pas mal de personnes en commentaire qui m'ont demandé est-ce qu'on peut mettre en place un modèle VECM avec plus de 2 variables? Parce que dans la vidéo que j'ai fait hier, on avait uniquement 2 variables et la réponse est tout simplement oui. Vous pouvez mettre en place un modèle VECM avec autant de variables que vous souhaitez et la démarche est la même en fait. Toujours tester la stationnarité de toutes les variables, l'ordre de co-intégration de toutes les variables et lorsque vous avez plus de 2 variables, vous pouvez avoir plus de 2 relations de co-intégration. C'est à ce niveau-là que ça change en fait. Vous avez plus de relations de co-intégration et vous jouez la dynamique de court terme avec plusieurs équations comme dans le modèle VAR en fait. Et en plus, l'équation de long terme et les forces de rappel qui seront calculées. Donc, c'est pareil, la méthodologie ne change pas. C'est juste que vous avez des variables en plus en fait. Donc, n'ayez pas peur. Testez avec plusieurs variables et vous me dites en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Pour la suite du challenge, on va voir aussi ce qu'on appelle les modèles H et les modèles GASH. Ce sont les modèles qui sont très utilisés en finance parce que vous savez que les séries financières en général sont souvent très volatiles et c'est difficile de prévoir, de faire des prévisions sur des variables qui sont volatiles. En général, on va plutôt prévoir ce qu'on appelle la volatilité de ces variables-là et justement le CAC 40, S&P, bref, tous les indices boursiers en général. C'est pas avec le modèle VAR qu'on les modélise, c'est pas avec le modèle VECM, mais par contre avec les modèles comme H, GASH. Et c'est ce qu'on verra dans la vidéo de demain. Comment est-ce qu'on met en place les modèles H, GASH? C'est quoi déjà H, GASH? Nous sommes déjà au jour 94, ça va vite. On se rapproche de plus en plus vers le jour 100. Moi, je suis toujours motivée. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de mon côté avec le travail et tout, mais bon, on tient, on va y arriver. On a encore 6 vidéos à produire. J'espère que vous aussi, vous êtes motivés. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous êtes à ce niveau du challenge. Est-ce que vous êtes déjà passé de 0 à 1? N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Donc, likez, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Et surtout, regardez la playlist qui s'affiche juste à l'écran. Et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.